Bonjour, bonjour à tous. Donc, Caroline Abel, donc, je suis directrice d'un établissement médico-social. On accueille 300 personnes qui vivent avec un handicap. Et également, donc, je suis aussi directrice d'un EHPAD qui est situé dans le Morbihan, en Bretagne. Après, moi, c'est un témoignage de ma fonction, comment donc notre établissement s'est positionné dans cette crise. Alors, je voulais reprendre deux, trois points essentiels. Déjà sur le constat global. Et je partage justement le constat des fiches repères parce qu'à un niveau établissement, ce qui a été ce qui a été, ce qui est encore important dans cette crise, donc il y a eu quand même des points vraiment intéressants, c'est que ça a vraiment forcé les établissements à collaborer, à travailler avec le réseau et à aussi se décloisonner. On avait fait tout un travail avec Pascal Jacob sur le Morbihan sur l'accès aux soins. Et c'est vrai que ça a été très marqué pendant cette crise, mais qu'on a eu des liens très réguliers donc avec les services hospitaliers, avec les services d'aide à domicile, avec les différentes associations aussi de familles. Et ça a encore favorisé le décloisonnement et les solidarités de territoire. Et également, en fait, dans les points importants sur le bilan global, c'est également sur l'efficience, en fait, revoir le fonctionnement de nos services, des points où on avait mis énormément de temps en tant qu'établissement, notamment sur l'intervention à domicile. Et c'est quand même cette crise sanitaire qui nous a demandé, et ce qui apparaît aussi dans les fiches repères, de revoir tous nos modes d'accompagnement et du coup de mettre en place des nouvelles modalités de prise en charge. Par exemple, pour illustrer, notamment pendant le premier confinement, fermeture de l'institut médico-éducatif, donc avec des enfants qui se retrouvaient au domicile à temps plein de leur famille, avec j'ai un IME polyhandicap et autisme, avec un accompagnement très prenant aussi pour les aidants et des forts risques d'épuisement. Donc, du coup, tout de suite, en fait, l'équipe, et c'est là où la force des équipes, la solidarité qu'elles peuvent créer, ça a été vraiment une force pour notre établissement, s'est reconfiguré, a mis en place de l'intervention à domicile. Et tous ces points-là, en fait, ils ont pu le garder en termes de fonctionnement pendant ces 2 années de fonctionnement, ou même aujourd'hui, on a de l'intervention à domicile qui est prévue dans les projets personnalisés des enfants pour pour des accompagnements autres que le Covid, mais aussi lorsque les enfants ont été cas contact quand ils étaient confinés ou là, quand les enfants sont atteints par le Covid, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui ont le Covid avec Omicron. Et dans ce cas-là, l'équipe en fait réaménage, fait le point avec les familles sur les besoins d'aide et se reconfigure pour vraiment apporter de l'appui à domicile pour les familles. L'autre point, l'autre point positif, ça a été quand même le lien pour moi, après, de mon regard, alors c'est sûr qu'il y a eu des moments complexes avec les familles, avec les résidents, des moments de grande tristesse aussi, des moments de questionnement sur les mesures qui pouvaient être prises. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de communication régulière avec les personnes et leurs familles, les personnes qu'on accompagne, et vraiment un devoir d'explication qu'on avait au quotidien. Après, il y a eu quand même des points, il y a des points quand même très négatifs, c'est qu'on n'est jamais allé aussi loin en tant qu'établissement et ça apparaît aussi dans les fiches repères en termes de restriction de liberté. Voilà, en termes de liberté d'aller et venir pour les personnes. Et je pense que là, il fallait vraiment rester toujours en éveil éthique au niveau d'un établissement et avoir une équipe de direction et de cadre assez soudée et qui se re-questionne sans cesse. On peut voir en fait au niveau d'un département, on a pu avoir des pratiques très différentes en termes de restrictions, liberté d'aller et venir, et aussi très différentes, mais ça pouvait être lié aussi ça pouvait être très dépendant même de la personne qui encadrait le service ou d'une inquiétude particulière d'une équipe. Donc vraiment, en fait, la question éthique, elle était quand même sans cesse
à remettre au cœur des enjeux avec justement cette notion de protection qu'on avait, enfin un devoir aussi de protection à mettre en place, donc en lien avec la notion de sécurité, la notion de liberté et cette notion aussi d'autodétermination. Jamais oublier que les personnes qu'on accompagne sont des citoyens comme les autres et à ce titre, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs face à la pandémie, mais toujours les replacer comme des citoyens à part entière. Du coup, j'ai pris après quelques exemples un peu vraiment de grosses questions éthiques et qui sont… alors, j'ai pris des exemples qu'on retrouve dans les fiches repères. Donc, j'ai pris un premier exemple qui a été l'impact sur l'inclusion. Nous, en tant qu'établissement, donc on a des protocoles médico-sociaux, mais on applique aussi, on suit beaucoup à l'éducation nationale. Et c'est vrai que malgré tout, moi, ce que je peux noter aujourd'hui, c'est qu'on a eu quand même un recul sur l'inclusion. Et assez vite dans les protocoles, en fait, il y avait des phrases qui disaient que chaque enfant, il ne devait plus avoir de croisement entre les enfants, entre les classes. Et ça peut avoir en fait vraiment un impact très fort dans le handicap parce qu'on a des dispositifs, notamment en Ulysse ou en classe externalisée, où donc l'objectif même en fait de ces classes, c'est de ne pas rester cloisonné en tant que classe pour l'accompagnement donc des enfants. Et là, ça demandait quand même beaucoup de dialogue, mais même des fois des échanges avec l'inspection académique en disant écoutez, ça porte atteinte à l'essence même en fait de l'accompagnement qu'on se doit d'offrir et comment on peut quand même trouver des aménagements. Alors, on va dire que ça a quand même évolué parce que 2020, c'était plus strict. 2021, les choses se sont assouplies de ce côté-là. Après, c'est vrai que là, très récemment, ça s'est vite assoupli parce qu'il y a eu une question au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui a répondu. Mais très récemment, le protocole 3, c'était de l'éducation, le niveau 3 de l'Éducation nationale, c'était chacun dans sa classe. Et très vite, en fait, ils ont assoupli cette question de l'inclusion. Et ça, et heureusement, parce que allez, en 2020, premier confinement, qui pouvait correspondre à cette urgence-là. Aujourd'hui, je pense que par contre, si on avait, si on doit continuer dans cette crise ou s'il y a une nouvelle crise sanitaire, je pense que la notion d'inclusion, il faut vraiment se dire qu'elle est irréfutable. Il faut la maintenir, quoi. Dans tous les cas, il faut la maintenir. Pour autant, nous, au niveau de mon établissement, je pense qu'on avait beaucoup initié de choses en 2019 ou avec le collège, avec les entreprises. Et on voit quand même qu'aujourd'hui, notre constat, c'est qu'il y a eu quand même un frein à toutes ces inclusions. Et là, l'idée quand même, c'est de se remettre dans une idée de projet et vraiment donc de la remettre au cœur de ces dispositifs parce que malgré tout, ça a freiné cette dynamique-là. J'avais mis un autre exemple qui était la liberté d'aller et venir, donc qui a été beaucoup discuté. Sur la liberté d'aller et venir, du coup, aujourd'hui, en fait… Tu m'avais dit non? Oui, d'accord. Excusez-moi, je sais pas, il y a un micro qui est ouvert, je crois. C'est pas grave. Donc, sur la liberté d'aller et venir, le point qui a été… je pense qu'on a eu vraiment une grosse restriction au premier confinement. Après, nous, on a toujours, depuis pu permettre cette liberté d'aller et venir des résidents hors situation de cluster. Après, donc du coup, là, ça a été vraiment un appui, donc toujours éthique, le lien avec les conseils de la vie sociale pour toujours discuter de la proportion des mesures. Et parfois même, nous, on était presque à pousser aussi les familles sur ces droits d'aller et venir parce qu'il y avait certaines familles aussi, à juste titre, qui étaient très, très inquiètes de la situation sanitaire, parce qu'il faut savoir qu'en établissement, les résidents qu'on accueille peuvent avoir des parents très vieillissants et aussi très vulnérables au Covid. Donc, il fallait à la fois qu'on réfléchisse bien à nos mesures en termes de protection, mais aussi parfois d'être très incitatif aussi sur l'importance qu'ils puissent pleinement bénéficier.
Et on se réfléchissait toujours à cette notion aussi de citoyen. Je me souviens un résident qui, bon, il avait eu 10 jours parce qu'il était cas contact, et puis il me dit, bah, est-ce que je vais pouvoir aller boire mon café dans le bar local après avoir distribué le courrier? Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que peuvent faire les autres citoyens? Et donc, du coup, bah, en discutant, bien sûr que les autres citoyens pouvaient boire leur café en respectant donc les gestes barrières. Mais dans tous les cas, voilà, c'était aussi vraiment toujours de se dire qu'est-ce que peuvent faire les autres citoyens et de pas avoir, d'essayer de ne pas avoir des régimes du fait de la collectivité qui sont beaucoup plus restrictifs de liberté. Le dernier point que j'ai mis, c'est toutes les questions éthiques aussi qui se sont posées autour de la vaccination. Sur la vaccination, alors je pense que quand même, aujourd'hui dans les établissements, c'est quand même vécu comme quelque chose, un certain soulagement aujourd'hui, enfin voilà, et beaucoup plus de sérénité dans le cadre de l'accompagnement donc des personnes, pour les professionnels aussi, pour les familles. Et voilà, c'est vraiment un point quand même, cette vaccination qui a apporté de la sérénité. Aujourd'hui, les difficultés qu'on vit au niveau de nos établissements, notamment avec le variant Omicron, sont plus des difficultés ressources humaines pour assurer la continuité des services, plutôt que des difficultés en termes de grosses inquiétudes en termes de santé. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de situation particulière, mais globalement, on trouve que le niveau de protection, pour l'instant, pour les clusters qu'on a eus, nos résidents n'ont développé très peu de symptômes. Et du coup, il y avait un côté quand même, il y a un côté quand même rassurant et bénéfique qu'on en perçoit aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, pour nous, on fonctionne comme toute la société. On essaye vraiment de se normaliser par rapport à ça. Après, la vaccination, ça a été beaucoup de questions pour nos professionnels. Donc, on est un établissement public avec donc notamment des possibilités de suspension si la vaccination n'avait pas été faite. Donc là aussi, on a accompagné les professionnels en leur disant que nous, on était très, très favorables. Et pour autant, voilà, il y avait quelques personnes qui n'ont vraiment pas souhaité. Alors après, on leur a dit qu'ils avaient toute l'information nécessaire pour faire leur choix. Et le but, c'était toujours quand même de maintenir le dialogue avec ces personnes pour que ça ne soit pas des ruptures franches, et de les accompagner aussi sur les autres possibilités qu'ils pouvaient avoir. Donc, on a une personne qui a complètement changé de métier, et deux personnes qui ont complètement changé de métier. Bon, après, on n'a que 2 personnes en réalité qui sont parties sur 300 professionnels. Et puis, il y a eu la question de la vaccination aussi des résidents. Donc là, des questions entre les choix des tuteurs, les choix des personnes. Alors, c'est vrai qu'en ESAT, en foyer de vie, là où les personnes étaient vraiment en capacité d'exprimer ce choix, après un éclairage. Donc, du coup, on leur prenait rendez-vous chez le médecin traitant qui leur expliquait voilà, les enjeux autour de la vaccination. Et donc là, sur ce choix-là, quand le tuteur n'était pas d'accord, on favorisait, de toute façon, on l'avait dit au tuteur que c'était la personne qui prenait sa décision. Ça a été plus complexe pour des personnes de maisons d'accueil spécialisées ou de foyers d'accueil médicalisés. Donc aujourd'hui, j'ai qu'une personne non vaccinée, mais c'est vrai que ça pose question parce que c'est une personne qui aime beaucoup, qui allait à la bibliothèque pour ranger les livres. Et là, c'est un choix du tuteur. Et c'est vrai que on voit qu'il y aura quand même, il y a un fort impact sur son projet personnalisé. Et le problème, c'est que voilà, au regard de ses capacités, elle n'est pas en capacité, elle, de prendre un choix éclairé sur cette vaccination. Donc, ça pose encore des questions éthiques. Après, voilà, je pense que peut-être pour conclure, ce qui est important dans ces moments-là, c'est de ne pas rester isolé en tant que directeur. Donc, nous, on avait un petit réseau local de directeurs où on se pose beaucoup de questions. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir un espace éthique, un espace de réflexion, des expériences aussi, des retours aussi des personnes qui vivent vivant avec un handicap, qui vivent directement, qui se sentent clairement impactés sur leur quotidien, ça nous a permis, et ça nous permet encore, mais voilà, de toujours rester dans cette dynamique de réflexion voilà, continue. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si tu as le temps de discuter un petit peu avec nous ou si tu dois partir très vite. Ouais, je vais devoir y aller, mais Bon, bah, très bien. Peut-être simplement bah, voilà, te remercier. Et puis, si vous voulez prendre contact avec Caroline Abel, peut-être vous pouvez m'envoyer directement un message. Et puis, je vous mettrai éventuellement en contact si vous avez des questions complémentaires à poser. et j'y répondrai avec grand plaisir. Enfin, même si j'ai pas, il y a plein de réponses que je n'ai pas encore aujourd'hui. C'est le Donc, principe de l'éthique, c'est qu'on se pose des questions. Il n'y a pas une seule et bonne réponse, mais il y a une multitude de réponses possibles et que justement on se donne pour objectif de mettre à jour. ouais. Bon, bah, bonne soirée en tout cas. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.